Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce premier webinaire de l'année du réseau Générateur Bretagne. Aujourd'hui, on va parler de la question de l'intégration des ENR et discuter avec Enedix et RTE de comment le réseau s'adapte à cette intégration des énergies renouvelables sur le réseau électrique. Euh, donc, juste pour resituer un petit peu ce webinaire, on l'organise dans le cadre de l'animation régionale du réseau Générateur, qui est un réseau de conseil et d'accompagnement des collectivités qui est porté en Bretagne par les syndicats départementaux d'énergie. Je remets les contacts et la carte à l'écran. Et donc voilà, on organise ces temps d'acculturation, de montée en compétence sur différents sujets à destination des élus, des collectivités, mais plus largement de toutes les personnes qui s'intéressent à ces sujets. Donc, ce premier webinaire s'inscrit dans un cycle qui va nous mener jusqu'à la première quinzaine de février, avec deux prochains rendez-vous qui seront le 5 février sur les modèles économiques et le 12 février sur la préservation de l'environnement. Donc voilà, on remettra les infos et les inscriptions. N'hésitez pas à relayer ces webinaires à d'autres vos propres réseaux. Et donc, pour commencer, euh, les micros, les caméras sont désactivés par défaut. N'hésitez pas à poser vos questions dans les onglets conversation, questions-réponses. On essaiera d'y répondre en direct ou si jamais il y a des sujets un petit peu plus pointus à faire les apports a posteriori. Et si jamais, voilà, on pourra aussi ouvrir le micro en fin de séance s'il y a des questions directes aux intervenants. Donc, je vais laisser nos intervenants se présenter. Donc, on accueille aujourd'hui RTE et Enedis pour parler de ces sujets-là. Donc, je vous laisse la main et je passe les slides. Donc, vous pouvez me faire un petit go quand il faut changer de support. Je te laisse la main, Bonjour à tous. Nicolas. Ouais, bonjour à tous, Nicolas Juguet, je suis directeur affaires publiques au sein de RTE Ouest. On est basé à Nantes et notre territoire s'étend donc sur les régions Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et un petit bout d'Aix-Poitou-Charentes. Donc voilà pour RTE Ouest, puis pour RTE dans sa globalité, on va le voir par la suite. Je te passe la main, Gilles. Oui, bonjour, Gilles Deotto, donc ingénieur territorial Bretagne, basé à Brest, mais on travaille pour l'ensemble de la Bretagne en appui avec Kylian, à qui je vais passer la main sur les projets de transition énergétique. Maxime, je ne sais pas si tu veux te présenter. Oui, oui. Bonjour à tous, Maxime Dupont, donc adjoint au domaine patrimoine infrastructure pour Enedis Bretagne, sur le territoire breton basé à Rennes. Et j'ai des casquettes de pilote stratégique du plan de tension, on l'évoquera tout à l'heure un petit peu, et je suis référent flexibilité pour l'ADR également. Yann, ton micro n'est pas activé. Non, Kylian, tu veux dire? Oui, oui, c'est normal, ouais, pas de souci, t'inquiète. On peut avancer, ouais. Alors, au programme, on a construit cette présentation. Le sujet est assez dense. On ne savait pas trop en termes d'audience le niveau de connaissance que vous aviez sur ces sujets du réseau. Donc, avec RTE, vous allez voir, on part un peu du schéma global et on va aller assez vite sur ce qu'on fait concrètement. Alors, j'espère qu'on n'ira pas trop vite, mais n'hésitez pas à poser vos questions et on a beaucoup de supports en annexe aussi, de toute façon, qui vous seront envoyés ensuite si on n'a pas le temps de les couvrir. Donc, on commencera par rappeler les rôles de Enedis RTE, la stratégie d'accueil des ENR vue de RTE. La vue de Enedis, c'est-à-dire au niveau du réseau, qu'est-ce qu'on fait en amont et en appui des porteurs de projets pour faciliter l'intégration des ENR et avec les outils associés. Donc tu peux avancer, Julien.
Donc, juste pour rappel, c'est peut-être une évidence pour beaucoup d'entre vous, mais on sent toujours ce besoin de rappeler le rôle de chacun. Donc, quand on parle de distribution, après, on appuie la production afin de fournir de l'électricité. Et il y a deux types de distribution. Donc, il y a la partie transport de RTE et la distribution de Enedis. Une manière de s'en rappeler, c'est un peu le RTE, c'est un peu l'autoroute du transport de l'électricité, avec, pour rappel, ce que ça veut dire en termes de tension, de domaine de tension. Et Enedis se trouve vraiment sur les départementales et jusqu'à la rue, jusqu'au point de distribution, avec les domaines de tension associés. Et on va le voir sur le schéma d'après. Si tu peux aller sur le schéma d'après, ça c'est une vue France, on va dire vue de Enedis, mais ça vous donne une échelle où ce qu'il faut retenir, c'est que on va assurer la distribution jusqu'au compteur, la partie Enedis, et vraiment le point de contact et qu'on va évoquer aujourd'hui, parce que c'est un point important vis-à-vis des énergies renouvelables. Le point vraiment de transfert entre RTE et Enedis se trouve au centre de ce que vous voyez, la transformation d'électricité, ce qui sont les postes sources. Et ensuite, nous, on a différents points de distribution qui sont ce qu'on appelle les postes de distribution publique, que vous voyez un peu à droite de ça. Et ce sont des points à retenir pour la suite de la présentation, parce que ce sont ces nœuds-là qui vont faciliter ou mettre parfois en contrainte en termes de capacité d'accueil des énergies renouvelables. Je te laisse la main, Nicolas. Oui, tout à fait. Non, non, on va remonter un petit peu si tu veux bien. Je veux pas qu'on lise le slide, je veux qu'on écoute dans un premier temps. Donc là, je vais essayer de remettre vraiment en perspective le pourquoi est-ce qu'on raccorde, pourquoi est-ce qu'on veut raccorder des ENR. C'est-à-dire que raccorder des ENR pour raccorder des ENR, c'est pas une fin en soi. Cette volonté de raccorder des ENR, elle prend finalement racine, j'ai envie de dire, en 2015 avec la première stratégie nationale bas carbone, qui est une stratégie qui vise à obtenir la neutralité carbone à l'horizon 2050. Dans cette stratégie nationale bas carbone, on va fixer des orientations pour que la France, dans sa globalité, atteigne son objectif de neutralité carbone. Et finalement, cette SNBC, elle se décline ensuite selon le secteur. Pour le secteur de l'énergie, on va parler de la PPE. Donc on a eu SNBC 1, SNBC 2, SNBC 3 qui est en révision, et on a la PPE 1, PPE 2, PPE 3 qui est aussi en révision à l'heure actuelle. Finalement, dans cette SNBC, on fixe des orientations et de ces orientations vont découler certaines hypothèses de consommation. Consommation d'énergie primaire et puis consommation d'énergie électrique. Et on s'aperçoit que dans cette stratégie, on a une nécessaire électrification des besoins. Finalement, on va aller de la consommation d'énergie carbonée vers une consommation d'énergie électrique décarbonée parce que le mix électrique français, il est décarboné et on travaille à le décarboner avec les ENR notamment. Donc ça, c'est la stratégie nationale. Ensuite, il y a le rôle de RTE. Le rôle de RTE, donc à l'instant où je vous parle, ça va être de garantir l'équilibre entre la production et la consommation. À tout instant, à l'heure où on parle, le système électrique il est équilibré. Il bat à une fréquence de 50 Hz à la maille européenne. Si jamais on a plus de consommation, il va avoir tendance à ralentir. Et si jamais on a plus de production, il va avoir tendance à s'emballer. La conséquence qu'on ne veut pas avoir, mais qui est tout à fait, qui s'illustre tout à fait, c'est ce qui s'est passé en Espagne au mois de septembre. L'équilibre, il a été rompu à la maille nationale espagnole, et on a une partie du réseau de transport espagnol et du réseau complet espagnol qui a fini en situation de blackout. Et ça, c'est venu de la perte de cet équilibre. Donc finalement, le rôle de RTE, à l'heure où je vous parle, c'est de garantir cet équilibre production égale consommation. Et il y a aussi une autre mission, qui est une mission de prospective, qui va être de garantir que l'équilibre il sera maintenu, qu'on aura les outils et les moyens de production pour garantir cet équilibre à divers horizons de temps. Et donc, l'exercice de prospective le plus lointain, ça c'est les futurs énergétiques 2050, qui garantissent finalement les scénarios du mix énergétique qui nous permettent d'arriver à l'équilibre d'ici à 2050 avec des hypothèses de consommation qui sont arrêtées.
Donc ça, c'est la partie vraiment le rôle. Ensuite, il y a une partie finalement économique. Il faut illustrer cet équilibre. Si on est dans un système qui a peu de production pour beaucoup de consommation, on va avoir une énergie, dans un premier temps, une énergie qui va être chère, et donc des prix qui vont augmenter, et un coût du système électrique qui va être fort. Et après, on peut aller dans la caricature, si jamais on n'a vraiment pas suffisamment de production, RTE a les moyens, via les clients qui sont raccordés sur le réseau RTE et via aussi Enedis, donc de concert, de venir couper la production pour garantir la sûreté du système électrique et garantir cet équilibre. Et inversement, si on n'a pas si on a trop de production par rapport à la consommation, on va avoir un emballement du système électrique et RTE a également les moyens. Après, le levier de prix, le prix de l'énergie va avoir tendance à baisser. Et donc là, ça pose la question de la, de la viabilité économique des filières qui sont amenées à être baissées. Et puis, en cas de caricature, il faudra qu'on vienne couper de la production pour venir garantir cet équilibre. Et donc, quelque part, le rôle de RTE, il y a à la fois garantir cet équilibre, et puis il y a à la fois illustrer les décisions qui sont prises sur le coût du système électrique par le placement du curseur entre la consommation et la production. Cet état des lieux, il est fait dans le bilan prévisionnel RTE qui est sorti en décembre. Et là, on va pouvoir passer à la slide suivante. Donc, le bilan prévisionnel, c'est quoi? C'est une photographie de l'état du système électrique à date. Et donc, en 2025, on a deux enseignements majeurs. C'est-à-dire que sur le volet production, on a le potentiel de production bas carbone d'électricité en France qui est rétabli et qui est en croissance conformément au rythme nécessaire à la décarbonation du pays. Et là, ça fait appel finalement à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, SNBC, PPE, dans les projections de progression de la production, on est dans l'épure de ce qui avait été prévu. Ça passe par plusieurs choses. Là, le rétablissement de la production nucléaire. Donc, suite aux crises sanitaires, effectivement, EDF a refait des plans pour maintenir ce qu'on appelle l'excellence de la production nucléaire. Pourquoi excellence? Parce qu'un réacteur nucléaire, effectivement, en termes de disponibilité et de production, on est sur quelque chose qui va produire de manière constante tout le temps. Et après les crises de corrosion sous contrainte, effectivement, ça a été rétabli. La production hydraulique aussi a été rétablie par rapport au niveau de sécheresse historique de 2022. Et pour les ENR, on a un rythme de développement moyen de 3 TWh par an, donc entre 2011 et 2015, et on est passé à 9 TWh par an à la maille nationale entre 2021 et 2025, et c'est conforme aux objectifs publics. Et finalement, là, c'est le premier volet production, il y a le volet consommation. Et donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, dans notre stratégie, on a vu qu'il fallait avoir une électrification de besoin, une hausse de la consommation électrique. Donc, chez le particulier, électrification des véhicules, électrification du chauffage, et puis aussi chez les industriels, décarbonation des process qui sont fortement émetteurs de CO2. On pense aux cimenteries, les nouveaux consommateurs, les hydrolyseurs à hydrogène, et éventuellement les très nouveaux consommateurs, les data centers. Ça, c'était inclus dans notre stratégie. Pour autant, à l'heure actuelle, la consommation électrique française, elle est atone, c'est-à-dire qu'elle ne suit pas la trajectoire qu'on s'était fixée pour atteindre la neutralité carbone. Alors, il y a deux facteurs qui s'expliquent, c'est la baisse de la consommation suite aux crises sanitaires et énergétique. Donc, on est encore à 6% pardon, par rapport au niveau pré-Covid. Et puis, il y a aussi finalement une autre nouvelle qui est peut-être plus engageante, c'est la poursuite des effets structurels de l'efficacité énergétique. C'est-à-dire que là, on commence à avoir du recul. Le bilan prévisionnel, il évalue à, je crois, 10 TWh par an les économies qui sont réalisées, notamment sur l'éclairage. Et ça fait partie des facteurs structurels et conjoncturels qui expliquent que notre consommation, pour l'instant, on est plutôt sur un plateau. Et la question, c'est mais quand est-ce qu'elle va monter? Et finalement, ces deux facteurs-là qui sont conjugués nous amènent à une situation qui est la surcapacité de production. C'est-à-dire qu'on a des épisodes de plus en plus fréquents où on a beaucoup de production, notamment l'après-midi quand on a le pic de production solaire,
qui font que les prix de l'énergie, d'une part, diminuent fortement, voire peuvent passer négatifs. Et ça pose question sur la... C'est un épisode de surcapacité, et donc du coup, on a une exploitation du système électrique qui commence à devenir plus coûteuse pour les acteurs, et pas forcément attractive. Donc ça, c'est de la surcapacité. Et dans le bilan prévisionnel 2025, ce qui est documenté, c'est pas forcément le risque de surcapacité. La surcapacité, c'est si c'est quelque chose de sporadique, que la consommation se met à monter, ça sera finalement même pas un incident de parcours, ça sera un fait de parcours. Le risque, c'est que la surcapacité devienne un surinvestissement, devienne un suréquipement. Auquel cas, on aurait structurellement un système qui est trop doté en production, en moyens de production. Et puis, du coup, on a un coût qui n'est plus, qui n'est plus le coût optimum. On peut passer à la diapositive suivante, pardon. Voilà, c'est ce que j'ai illustré dans mes propos tout à l'heure, c'est qu'on a l'enjeu de court terme qui est de garantir l'équilibre offre-demande à tout instant, puis on a l'enjeu à moyen et à long terme qui va être de maintenir à la fois le cap de la stratégie de décarbonation de la France, fondée sur le nucléaire, les renouvelables, et puis de le faire à un coût qui est soutenable par le consommateur. On va passer à la slide suivante. Donc finalement, il y a deux scénarios qui sont étudiés par RTE. Le premier scénario, c'est le cas de la décarbonation lente. C'est-à-dire que finalement, malgré le fait que notre électricité soit aujourd'hui à un prix concurrentiel par rapport à nos voisins européens, qu'elle soit accessible soit sur le réseau Enedis, soit sur le réseau RTE, et qu'elle soit fortement décarbonée, on n'arrive pas à avoir de hausse de la consommation. Ça, c'est le scénario de décarbonation lente. Et finalement, on est dans un scénario où, pour éviter le suréquipement et une hausse de coût du système électrique, les leviers, c'est le ralentissement le ralentissement de la progression des ENR notamment, la modulation augmentée des parcs de production nucléaire, et on n'est pas sur quelque chose qui est souhaitable vis-à-vis des filières ENR, vis-à-vis de la filière nucléaire, et puis vis-à-vis du coût du système électrique. Ça, c'est le scénario qui n'est pas souhaitable. Et puis on a le scénario de décarbonation rapide. Et là, le scénario de décarbonation rapide, c'est une hausse de la consommation parce qu'on a vraiment, ça y est, on a enclenché notre démarche d'électrification de nos besoins. Et là, les leviers, finalement, c'est pas de ralentir sur notre moyen de production, c'est de continuer à un rythme tel qu'il est actuellement, on va le voir sur la diapositive suivante, et d'augmenter la consommation. Donc deux scénarios, un scénario où finalement la consommation ne bouge pas et c'est sur nos moyens de production qu'on vient jouer, et puis un autre scénario qui est sur ça y est, la consommation augmente, et puis nos moyens de production, on a des rythmes qui sont connus et souhaitables pour garantir un coût de l'énergie, un coût de fonctionnement par notre système électrique qui va être soutenable. On va pouvoir passer à la diapositive suivante. Donc là, on a 4 rythmes qui ont été explorés par rapport à la progression des ENR à la maille française. Et on a 2 enseignements. C'est-à-dire que le rythme de développement R1, c'est un rythme très faible. On revient à 1,7 GWh par an de nouvelles installations. C'est insuffisant si on fait le pari de la décarbonation rapide. C'est-à-dire que ça y est, si on est dans un rythme trop lent, alors on est sur un retour dans un monde de pénurie et de crainte. Et alors, ça a des effets sur le système électrique, sur la conduite du système électrique, sur les prix de l'énergie, puis ça a aussi des effets sur, entre guillemets, la, la compétitivité pardon, de l'industrie française, puisqu'on a des coûts de l'énergie qui explosent. Donc le rythme R1, effectivement, insuffisant. A contrario, le rythme R4, si jamais on met trop de production dans la balance, trop de NR, et ben là, on arrive sur des surcoûts significatifs. Et d'autant plus significatifs que la consommation ne décolle pas. Donc globalement, par rapport à ce qui est documenté dans les futurs énergétiques, on a un vrai enjeu, d'une part, à faire augmenter notre consommation électrique, à électrifier nos besoins. C'est bien électrifier nos besoins qu'il faut dire, c'est pas augmenter la consommation pour augmenter la consommation, pardon. Et on a un enjeu aussi à avoir un rythme de développement qui est des ENR qui est en accord avec cette augmentation.
On va pouvoir passer à la slide suivante. Donc une fois que le décor il est planté, et là je viens de témoigner finalement quand même d'un changement de situation, d'un changement presque de situation par rapport à la progression des ENR. On va faire un zoom sur la région Bretagne. La région Bretagne depuis 2015, c'est quasiment plus 2 gigawatts de ENR installés, ENR terrestre et maritime, puisqu'on a la façade atlantique. Et ça équivaut à, alors selon la tranche nucléaire qu'on constate, ça équivaut quasiment à 2 tranches nucléaires. Attends, je ne vais pas rentrer dans le débat des chiffres. On va pouvoir passer à la slide suivante. Et donc finalement, la question c'est, là on a déjà accueilli 2 gigawatts, comment est-ce qu'on planifie, comment est-ce que les réseaux électriques, à la fois Enedis et RTE, planifient l'accueil de ces ENR? C'est-à-dire qu'on est dans un réseau historiquement dimensionné pour accueillir de la consommation. Et finalement, les premières ENR qui se sont accordées, elles ont bénéficié du dimensionnement de ce réseau pour la consommation, c'est-à-dire du producteur centralisé vers le consommateur décentralisé. Et finalement, comme on a un dimensionnement qui est plutôt large et plutôt dimensionné dans un sens, le fait de rajouter de la production décentralisée, on bénéficie de ce dimensionnement de réseau en consommation et c'est relativement transparent. Sauf qu'on a une stratégie quand même d'accueil des ENR qui est volontariste et donc du coup, il faut faire évoluer ces réseaux. Et l'idée de faire évoluer ces réseaux, c'est pas de dire le porteur de projet qui arrive à un endroit, soit il peut se raccorder parce que le réseau le permet, soit il ne peut pas se raccorder et il doit payer du réseau. Parce que c'est long et c'est coûteux et c'est absolument pas optimisé. L'idée, c'est de dire, on identifie à la maille régionale et on prévoit les besoins d'évolution du réseau électrique et on mutualise le coût à travers une quote-part. C'est-à-dire que schématiquement, on regarde, et c'est ce qui est fixé, c'est ce qui est expliqué en bas, on regarde les objectifs qui sont fixés par l'État. Et donc les objectifs sont fixés par l'État. Initialement, c'était les PCAET. Ensuite, on a parlé des SRADET. Et maintenant, on va parler de la PPE3 régionalisée. Entre autres, c'est le préfet de région qui fixe les objectifs. Il va fixer une enveloppe de gigawatts d'ENR à la maille régionale. Et cette enveloppe de gigawatts, elle sera réservée pour 10 ans aux ENR. Donc ça, on a une enveloppe de gigawatts qui doivent être accueillis. Ensuite, on croise cette enveloppe de gigawatts avec la vision prospective des producteurs d'ENR. C'est-à-dire que les producteurs d'ENR viennent se déclarer sur une plateforme sécurisée qui est mise à disposition par RTE. Ils viennent déclarer leur meilleure vision des potentiels de production sur une durée de 10 à 15 ans. Et donc, du coup, on vient croiser ce potentiel de production avec les objectifs fixés par l'État et avec aussi les parties prenantes du schéma. Donc, les parties prenantes, c'est quoi? C'est la région, les services de l'État, les gestionnaires de réseau, RTE et Enedis, les fédérations de producteurs. Et puis, le schéma, après, il est concerté. Et donc, une fois qu'on a effectivement la vision de l'État, la vision des producteurs, la vision des parties prenantes, on établit une liste de travaux, une liste d'investissements, et on dit il va falloir investir tant de kilos euros à la maille régionale. Ensuite, vraiment très schématiquement, on divise par le nombre de mégawatts qu'on accueille, et finalement, chaque producteur, au moment où il vient se raccorder soit au réseau de distribution, soit au réseau de transport, il va s'acquitter de cette quote-part en une fois, et il aura participé, avec une péréquation tarifaire à la maille régionale, à l'évolution des réseaux pour accueillir les ENR. Et donc, si on passe à la slide suivante. C'est le S3R ENR, donc le schéma régional de raccordement aux énergies renouvelables. Et là, on parle du schéma breton. Donc le schéma breton, il a été validé, la quote-part a été validée par le préfet de région le 24 juin 2025. C'est sa deuxième évolution du schéma. Il prévoit plus 4,4 gigawatts de capacité réservée aux ENR pour une durée de 10 ans. Si jamais la durée elle est consommée avant ces 10 ans, il y a un mécanisme de revoyure. C'est un mécanisme de revoyure qui maintenant, avec les lois APER, donc les lois d'accélération de production d'énergie renouvelable, va se renouveler tous les 2 ans. Les 4,4 gigawatts sont réservés aux ENR. On a 518 millions d'investissements au total, dont 343 millions qui sont financés par la quote-part. Le reste, finalement, ils sont financés par les gestionnaires de réseau. Pourquoi? Parce que c'est très schématiquement, encore une fois, c'est des investissements qu'on aurait prévus pour maintenir notre réseau. Et donc, effectivement, là, ce sont des investissements, globalement, ce sont des investissements qui sont pris au compte des gestionnaires de réseau.
Et donc pour le S3RENR Bretagne, on a donc finalement la nouveauté par rapport à l'ancien S3RENR, on a des créations de nouveaux postes. À savoir qu'on crée des postes pour deux raisons. Soit il n'y avait pas de réseau à cet endroit-là, parce que historiquement, ce n'était pas des zones de consommation, donc on n'avait pas besoin de réseau. Et on a de l'ENR qui vient s'installer. Et donc là, il faut tirer du réseau. Il faut mettre des liaisons. La plupart du temps, c'est souterraine, pour des questions de planning et d'acceptabilité. Et puis, on crée des nouveaux postes sources. Ce sont des postes sources, ce sont les postes qui sont partagés entre RTE et Enedis pour venir raccorder des ENR. Et donc, du coup, là, dans ce schéma-là, on a effectivement 4 nouveaux postes sources qui figurent sur la carte. Et donc, c'est ce qui explique en partie la quote-part qui est passée de 20 kg du mégawatt, donc sur le premier S3RENR, à 80,5 kg du mégawatt sur le nouveau S3RENR. Finalement, par cette hausse de quote-part, on acte le fait qu'on est passé d'un réseau qui pouvait accueillir les ENR entre guillemets facilement parce qu'on bénéficiait du dimensionnement en consommation. Maintenant, on passe à un réseau qui est producteur décentralisé, c'est-à-dire qu'on a besoin de nouveaux réseaux pour accueillir les ENR. Et ça explique en grande partie la quote-part. Le schéma régional breton, il a été validé donc en juin, et cette hausse de la quote-part, finalement, c'est le dernier schéma qui est passé d'un schéma avec une faible quote-part, avec des faibles investissements, à un schéma qui passe à une forte quote-part, à des forts investissements. Cette dynamique finalement de hausse de la quote-part, parce qu'on a besoin de nouveaux réseaux, eh ben, elle est enclenchée dans toutes les régions, puisque toutes les régions maintenant se dotent d'un réseau finalement qui doit accueillir des ENR, contrairement à ce qui a été fait historiquement avant. Et on va pouvoir passer à la slide suivante. Et donc, s'il faut faire un point d'étape aujourd'hui là sur le S3R breton à l'heure à laquelle on parle, on a 2 gigawatts de production, 2,9 gigawatts pardon, de production ENR terrestre en service, donc éolien, photovoltaïque, puis un petit peu d'hydraulique, un petit peu de biomasse. Les réseaux sont capables, RTE et Enedis sont capables d'accueillir avant 2030 3,4 gigawatts de ENR. Et on a 1 gigawatt de ENR qui arrivera après 2030 avec les nouveaux postes, les 4 nouveaux postes dont on vient de parler. On a 1,2 gigawatts de projets ENR qui ont signé leur offre de raccordement, qui ont signé leur accès au réseau. C'est-à-dire que ces projets-là sont dans la file d'attente. Ils pourront se raccorder dès qu'ils seront prêts et dès que les infrastructures sont prêtes. Et il nous reste encore 3,2 gigawatts de capacité réservée aux ENR qui sont non attribués. C'est-à-dire qu'on a encore 3,2 gigawatts à la Bretagne, localisés dans les postes sources, qui sont encore à disposition des porteurs de projets ENR. Et donc, je vous ai mis sur la partie droite du graphique les objectifs régionaux qui étaient vus pour 2020 et 2035 dans les ENR, dans les S3RENR successifs. Donc voilà pour Merci, la partie macro finalement de l'accueil des ENR, de la stratégie. Maintenant, je te passe la parole, Gilles. Ouais, juste en intercalaire, là, je vois qu'il y a eu quelques questions dans l'onglet conversation. Pour avancer, je vous propose, si vous pouvez, nos intervenants, là, si vous avez des éléments, de les mettre par écrit. Et puis, on pourra revenir dessus après si on a un petit peu de temps, mais je vous laisse enchaîner. Du coup, ce sera Maxime qui va prendre le relais là pour l'instant. Je te laisse la main, Maxime. Ouais, pas de souci. Bonjour à tous. Donc, vous avez eu la présentation globale par RTE. Maintenant, je vais entamer ce que Enedis fait en termes de planification en appui des ENR. Tu peux passer à la suivante, Julien. En termes d'investissement, Enedis investit de 3 manières. Alors là, on parle bien d'investissement. Bien évidemment, à côté, il y a des dépenses d'exploitation pour la maintenance et le dépannage que Enedis prend en charge. Mais en termes d'investissement, on a 3 types d'investissements. On en a parlé, le raccordement au réseau pour accorder les nouveaux consommateurs ou les nouveaux producteurs qui sont payés par le client en direct, mais aussi par la collectivité. Le renforcement au réseau, le renforcement du réseau existant pour accueillir de nouveaux clients. Il faut augmenter les capacités d'accueil pour accueillir ces clients. Et c'est pareil, c'est payé soit dans le cadre d'un raccordement par le client,
De toute façon, c'est payé indirectement par la collectivité, au moins partiellement. Et on a des actions de renouvellement et d'amélioration du réseau avec une vision long terme. On ne peut pas se permettre d'être guidé uniquement par le raccordement, au flux de raccordement et avec des impacts de renforcement. Il faut aussi investir dans notre réseau existant, même s'il n'accueille pas de nouveaux raccordements, pour assurer la qualité et la continuité de fourniture de nos clients dans la durée. Je peux passer au slide suivant. Bien évidemment, je vous l'ai dit, on n'est pas guidé uniquement par le raccordement ni des ENR ni des clients en sous-tirage. Enedis ne subit pas ces évolutions, elle anticipe comme RTE. Donc on a eu un double exercice de prévision et de pédagogie. Prévision, on s'est projeté à horizon 2032 pour essayer de voir ce qui nous attendait en termes de raccordement et en termes d'amélioration du réseau compte tenu de l'état du réseau de distribution et des postes sources, pour chiffrer les impacts financiers que ça demanderait à Enedis et identifier les leviers d'action. Et le même exercice finalement de pédagogie pour montrer tout ce que Enedis mettait déjà en œuvre à l'heure actuelle et étudier pour l'avenir pour répondre à ces enjeux. Donc, vous avez un document qui est le plan de développement de réseau qui est public et qui vous montre ça dans les détails et que vous pouvez aller télécharger sur le site internet d'Enedis. Slide suivant. Donc, en termes à la maille Enedis, nos principaux enjeux, c'est en tout cas nos leviers de croissance. Ce sont d'abord le raccordement des infrastructures de recharge électrique. Donc, on passe d'environ 1 million à fin 2021 de véhicules à 13 millions à horizon 2032. Les véhicules en soi, ce n'est pas forcément notre problème. Les infrastructures de recharge, par contre, il faut les raccorder sur les autoroutes, les routes, dans les collectivités, les entreprises et les logements qui sont individuels ou collectifs. Donc forcément, ça génère pas mal de travail pour Enedis, sachant que ces infrastructures sont accordées au réseau de distribution. Ensuite, on en a parlé, le raccordement des ENR, filière historique, l'éolien qui croît encore, multiplication des projets éoliens. Par contre, le vrai levier de croissance qu'on va avoir, alors l'éolien était raccordé essentiellement en HTA. Le gros levier de croissance qui arrive pour nous, c'est le raccordement du photovoltaïque qui est principalement, alors il y a des grandes fermes HTA, mais le gros levier de croissance est en raccordement basse tension, donc les toitures, les champs, dans l'agriculture ou chez les particuliers ou les collectivités. Donc vous voyez, on multiplie par 3,5 à horizon 2032. Et tous ces leviers de croissance de raccordement de nouveaux usages en consommation, donc les infrastructures de recharge et en production, ça se fait dans un contexte de raccordement de consommateurs qui est assez stable. Ça ne se casse pas la figure, donc on doit quand même continuer à raccorder les clients classiques. Et on l'a évoqué, on a des leviers qui vont croître également à l'avenir sur le stockage, l'hydrogène, etc., mais qui sont bien moindres pour l'instant que ce que vous voyez affiché à l'écran. Et donc, dans le plan de développement de réseau que je vous ai présenté avant, vous avez l'impact financier pour Enedis de ces gros leviers de croissance-là. Je ne les détaille pas au périmètre Bretagne parce qu'on n'a pas les chiffres région par région, mais vous pourrez voir les enjeux. On parle de 100 milliards d'euros à investir sur le réseau pour répondre à ces enjeux. On peut passer au slide suivant. Donc, bien évidemment, ces raccordements, ils vont générer des contraintes. Ils génèrent déjà et vont continuer à générer des contraintes sur le réseau. Il y a différents types de contraintes, des contraintes d'intensité, des contraintes de tension et des contraintes de puissance. Donc, intensité, on a besoin d'injecter plus ou débiter plus dans les câbles ou les infrastructures. Donc, il faut soit augmenter la section du câble, soit le
dédoubler, soit créer des nouveaux départs, etc. Les tensions en injection ou en soutirage, on abaisse ou on lève localement la tension et donc ça peut générer des problématiques d'alimentation des clients qui sont raccordés et donc il faut traiter cette contrainte en adaptant également nos réseaux. Et la contrainte en puissance, c'est les éléments capacitaires à nos nœuds que sont les postes sources et les postes de distribution publique qu'il faut traiter en modifiant la capacité du transformateur ou en ajoutant de nouveaux transformateurs localement sur le réseau. Toutes ces contraintes, forcément, ça prend du temps et ça coûte de l'argent et on ne peut pas les éviter. Donc, il faut les anticiper et c'est là-dedans que vous, les producteurs, vous entrez dans ce contexte-là puisque vous êtes générateur également, au même titre que les autres, de contraintes qu'il faut gérer. Et forcément, ça peut ralentir ou renchérir vos projets localement. On peut passer au slide suivant. Donc, bien évidemment, on est bien au courant de ces contraintes. On a déjà plusieurs leviers qui sont actifs à Enedis et qu'on utilise. Alors, vous connaissez peut-être les offres de raccordement alternatifs pour les producteurs qui permettent de vous raccorder à moindre coût, moindre délai en contrepartie d'une flexibilité en injection. Côté BT, on met déjà en œuvre des raccordements anticipés qui permettent de continuer à accueillir la production basse tension sans attendre la mise en œuvre de renforcement du moment qu'ils sont prévus, puisqu'on sait que nos réseaux sont déjà flexibles pour une partie des consommateurs. Donc, ça vous permet de continuer à avoir des projets sans forcément attendre l'arrivée des levées de contraintes. Et on a un troisième levier qui est moins connu, plus technique, qui, là, pour le coup, vise directement la filière producteur, que ce soit basse tension ou haute tension. C'est le nouveau plan de tension. Donc, comme RTE l'a dit, historiquement, on avait des réseaux qui étaient structurés pour accueillir du soutirage. Donc, tout était fait pour des clients qui absorbaient de l'électricité. Et donc, le réseau leur réservait une forte part de capacité d'accueil. Et il y a quelques années, avec l'arrivée des renouvelables, de raccordements renouvelables, finalement, on avait tout un tas de règles réseau qui n'étaient pas en faveur de l'injection. Et Enedis a décidé de revoir son plan de tension, justement pour faire plus de place aux producteurs. Et l'idée, c'est de globalement abaisser du poste source jusqu'au client en basse tension, la tension moyenne du réseau en jouant sur différents leviers que je ne vais pas détailler ici. Mais le but en abaissant ce niveau de tension, c'est que ça laisse de la capacité aux producteurs et donc que ça permette de raccorder davantage de capacité plus vite et moins cher avant l'arrivée de nouvelles contraintes. Donc ça, c'est un levier qui est actionné depuis l'an dernier par Enedis et un projet qui bat son plein jusqu'à 2027 pour baisser le niveau de tension aux différents endroits du réseau pour vous laisser plus de place en injection. Voilà pour moi et pour les leviers mis en œuvre par Enedis déjà actuellement. Et je passe la main à Gilles. Oui, merci Maxime. Donc pour la suite, vous avez vu, a été détaillé par RTE en particulier, l'anticipation sur des projets projetés, validés au niveau de la préfecture, au niveau de Enedis, ce que vient de dire Maxime, un travail qui a été fait pour maximiser le potentiel, la capacité d'accueil de ce qu'on appelle au niveau du réseau, à différentes mailles du réseau pour les ENR. Ce qu'on voulait partager avec vous également, c'est les outils d'un point de vue Enedis et RTE, vous allez le voir dans la prochaine slide, pour permettre aux porteurs de projets d'anticiper, enfin de faciliter la définition des projets. Et quand on dit faciliter, c'est-à-dire vous affichez autant que possible, dans la limite des règles de confidentialité, les capacités d'accueil du réseau à différentes mailles.
Donc, cette slide, on part de la gauche, on va partir de l'outil RTE qui s'appelle Capa Réseau, que je pense beaucoup de vous connaissent, qui va vous donner une vue au niveau du poste source sur les capacités d'accueil. Est-ce que ce poste source est en contrainte? Est-ce qu'il a des travaux prévus dans le cadre du S3RENR, etc. Un autre outil qui est là plutôt côté Enedis, qui est accessible, et vous le verrez après, via les espaces clients. Les espaces clients, c'est ce qu'on appelle les espaces collectivités, les espaces entreprises, qui va vous donner une vue des capacités du réseau au niveau de Enedis, de ce qu'on appelle la moyenne tension, donc la HTA, mais aussi de la basse tension, et qui va vous permettre d'identifier des zones qui potentiellement pourraient être favorables pour les ENR. Donc quand on dit favorable, c'est non seulement sur les capacités d'accueil, mais aussi compte tenu de la proximité du réseau, qui est un des facteurs importants pour vous à connaître en termes non seulement de coût, mais de délai de raccordement. Ensuite, lorsqu'on descend, on arrive sur un outil où là, vous pouvez vraiment simuler votre raccordement et on va vous donner un premier schéma de raccordement anticipé. Et lorsque c'est faisable, une approximation des coûts. La faisabilité dépend de ce qu'on appelle le catalogue de prestations, s'il s'agit d'un raccordement simple ou qui est au catalogue avec une prestation réseau définie. Et bien entendu, il n'y a pas de coût si ça nécessite une étude vraiment complémentaire avec y compris terrain. Et pour arriver jusqu'à la demande de raccordement. Donc, si tu peux aller sur la slide suivante, Julien, qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'un point de vue Enedis? Lorsque vous êtes sur le portail collectivité, par exemple, il y a beaucoup d'informations, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est en bas, d'abord, vous avez une vue de la cartographie du réseau. D'un point de vue intuitif, c'est quand même important pour vous, et surtout dans des zones périurbaines et rurales, d'aller identifier la proximité ou non d'un réseau pour voir par rapport au raccordement. Si vous avez l'opportunité, par exemple, de déplacer un projet ENR au sol, du PV au sol ou autre, bah c'est quand même un niveau d'information important. Et vous retrouvez cette information lorsque vous commencez à regarder l'état du réseau en termes des capacités d'accueil à date du réseau Enedis, donc moyenne tension et basse tension. C'est ce que vous voyez là, schématisé dans la cartographie des capacités, qui va vous donner l'état du gisement, et cet état est actualisé chaque mois. Donc ça reflète vraiment notre état de réseau. Par contre, ça ne prend pas en compte de ce qu'on appelle les files d'attente. Et ce que vous voyez à droite, c'est le simulateur de raccordement dans lequel vous pouvez vraiment simuler avec une production, la capacité que vous souhaitez, etc., simuler un raccordement et voir là où ça va se raccorder. En annexe, on vous a mis un peu plus d'informations sur ces outils-là et une vue un peu plus sexy que cette slide qui résume l'ensemble de ces outils. Donc Julien, si tu peux aller... voilà. J'ai vu dans les questions, vous parliez d'autoconsommation individuelle. On voulait aussi souligner le rôle de l'autoconsommation collective dans l'intégration des ENR, parce que ce n'est pas uniquement une raison financière de bascule qu'on a constaté sur ces projets-là du fait du mode de rémunération, et, particulièrement dans les raccordements en basse tension du PV. En Bretagne, vous le verrez encore en annexe, on vous a mis des éléments de vue à la maille du Bretagne que vous retrouvez en open data de croissance. On a une croissance de plus de 150% à la Bretagne sur l'autoconsommation collective. D'un point de vue Enedis, on n'est pas à la source de ces projets, c'est vous qui êtes à la source de ces projets. Par contre, on a fait en sorte qu'on soit facilitant sur la mise en œuvre de l'autoconsommation collective, à la fois par les outils amont, hein, tels qu'on vous a décrits, au niveau de l'analyse des situations des consommateurs aussi, pour les talents de consommation. Donc vous le retrouvez dans ce qu'on appelle l'espace mesure et service, avec des données accessibles sur les talents de consommation. Et on est facilitant lorsque l'opération est en mise en œuvre, avec des investissements majeurs au niveau des systèmes d'information et des possibilités de différents modèles de ce qu'on appelle de clés de répartition, de clés dynamiques, de clés simples, etc., pour faciliter ces opérations. Après, on reste à suivre
également les évolutions réglementaires à ce sujet-là, qui ne sont pas à notre main, hein, qui sont au niveau de la DGEC, hein, sur les évolutions de périmètre telles que vous retrouvez résumées sur la droite. Donc voilà, on arrive au bout de la présentation. Il y a beaucoup d'annexes, donc ça veut dire qu'on a du temps, de ce que je vois, pour répondre à vos questions, je pense, si vous le souhaitez. Ouais, merci beaucoup pour le respect du timing. On a eu plusieurs questions dans l'onglet conversation. Je crois que Maxime, tu as commencé à y répondre, au moins en partie. Est-ce que il y a une question de Mathieu Pagès de l'Alécom? Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces infos. Existe-t-il une ou des solutions techniques, administratives et financières pour permettre à un réseau privé communal en HTA en aval d'une centrale PV avec stockage d'une commune pour lui assurer une alimentation de secours en cas de coupure d'alimentation par le réseau RTE? Je ne sais pas si vous voyez cette question. Est-ce qu'il y a une réponse que vous pouvez apporter, l'un ou l'autre? Je ne sais pas si Maxime, tu veux répondre, sinon je fais une première réponse. Alors, les réseaux privés, c'est quelque chose qui n'est absolument pas poussé par Enedis. Forcément, en termes de gestionnaire de réseau, c'est pas ce qu'on va préconiser. Les installations, les raccordements de secours existent bien. Quand vous avez un PDL, indépendamment de ce que vous faites en aval, vous pouvez demander au raccordement d'avoir des raccordements de secours que vous payerez intégralement puisque c'est un confort personnel. Par contre, là, la situation est beaucoup plus compliquée et en plus, c'est des coupures RTE, donc de toute façon, en termes d'alimentation, je ne sais pas forcément si en cas de ces grosses coupures-là, vous aurez une solution d'alimentation qui permette de combler ça, puisque nous-mêmes sommes alimentés par RTE en amont. Hein, donc, mais je n'ai pas de solution précise à votre cas de figure. Voilà, Je sais que les solutions de secours existent. Je me permets de compléter. Bon, RTE se vante d'avoir la meilleure qualité d'électricité à l'échelle européenne. Il y a un temps de coupure équivalent relativement faible à la maille nationale. Donc, bon, globalement, on est plutôt satisfait de la qualité de notre réseau. Alors, s'il faut dimensionner effectivement ces installations pour pouvoir faire donc, du réseau séparé, parce que c'est ça dont il est question, et on en a parlé au sortir du blackout espagnol, c'est-à-dire que les installations qui fournissent des ENR et les batteries doivent pouvoir faire ce qu'on appelle du grid forming. En termes de spécifications techniques, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, je ne suis pas expert en la question, et c'est aussi beaucoup plus cher. Donc après, ça fait partie, hein, ça fait partie du questionnement à avoir quand on commence à créer ce type d'installation. Je ne suis pas sûr que l'entrée, enfin et je parle sous votre contrôle, hein, Gilles. Je suis pas sûr que l'intégration d'un possible blackout long dans une installation ENR avec des batteries, etc., soit un facteur économique pertinent. On a une nouvelle question qui est arrivée sur le S3R ENR. Attends, Julien, il y en avait une avant je voulais commenter sur la file d'attente plutôt que de répondre. Je vois Désolé. qu'une personne. Alors, tout à fait. Sur les files d'attente. Alors, la question, hein, pour ceux qui ne la voient pas, c'est c'est dommage de ne pas avoir les demandes en file d'attente. Alors, oui et non. C'est-à-dire que ça reste des informations commercialement sensibles sur lesquelles on ne peut pas être dans le détail. Par contre, il va arriver, là, dans les prochains mois, dans l'outil que je vous ai décrit de cartographie des capacités, effectivement, on vous donnera une indication du niveau des files d'attente. C'est-à-dire est-ce qu'on est sur un niveau déjà dense d'entrée en file d'attente ou moyen ou faible. Voilà, donc ça sera une indication. À date, on ne peut pas vraiment aller plus loin. Et il y aura une explication de comment on définit ces critères-là.
on peut pas vraiment aller plus loin du fait des règles de confidentialité. Je te laisse, pardon Julien, je t'ai interrompu du coup sur celle d'après, c'est le Oui, S3REN. et juste pour compléter ce que tu dis, Gilles, le site Capareso, donc disponible sur Google, vous tapez Capareso, donne une idée donc, de la file d'attente par poste source. C'est-à-dire que là, si vous prenez le poste de Kirby Ligel, qui est au hasard, vous savez qu'il y a 0,4 MW de projets en service sur le site en cours. Vous savez qu'il y a 2,6 MW de projets en file d'attente et qu'il reste aussi de la capacité réservée sur le poste. Mauvais exemple, parce que là, il y a 83,4 MW de capacité réservée restante sur un poste je suis un peu curieux. Donc le site il est en perpétuel, en perpétuel renouvellement. Globalement, il va vers le mieux et on s'approche de plus en plus vers des données fiabilisées. Donc la donnée de file d'attente, elle est bien disponible, mais effectivement, elle n'est pas disponible à la maille du projet. C'est-à-dire que c'est une information commercialement sensible, on peut pas la donner, mais l'information de la file d'attente sur un poste source et l'information de la capacité restante, elle est tout à fait accessible, sachant que si le réseau le permet, c'est-à-dire si on a la capacité technique et qu'il n'y a plus de capacité réservée aux ENR dans un poste source, on peut toujours faire des transferts de capacité réservée. C'est-à-dire que tant que le réseau le permet, on peut prendre de la capacité réservée dans un poste source de la région pour la remettre sur le poste source en question. À partir du moment où il n'y a pas de travaux derrière, c'est quelque chose qui est faisable. L'enveloppe de la région va rester la même. Je reviens sur la question sur le S3R ENR. Oui, tout à fait. Alors, je ne me suis pas appesanti sur le sujet, mais effectivement, c'est tout à fait vrai. Donc, avant les décrets de la loi APER, donc accélération pour les énergies renouvelables, si je me souviens bien, on avait des schémas qui étaient révisés dès lors qu'ils atteignaient 66% d'occupation de la capacité réservée. C'est-à-dire que, à partir du moment où on dépassait 66% de la capacité initiale réservée consommée, alors on se lançait dans un processus de révision. Pas forcément pertinent parce que dès lors qu'on avait des schémas avec des dynamiques rapides, ça arrivait trop tard. L'idée de la loi APER maintenant, c'était dans un cycle de révision tous les 2 ans pour re-questionner le gisement des énergies renouvelables et re-questionner si les ouvrages qui sont prévus sont toujours pertinents vis-à-vis du potentiel ENR qui est déclaré par les producteurs et vis-à-vis des objectifs qui sont fixés par l'État. Et donc, normalement, on aurait dû, si vous m'avez bien suivi, ne faire notre révision qu'en 2028. Sauf qu'en fait, il a été décidé, toujours par ces décrets de la loi APER, de faire un T0, de dire que tous les schémas doivent être révisés au 12 janvier 2026 pour qu'on ait finalement que tous les schémas disposent du même arsenal réglementaire pour l'accueil des ENR à partir de cette date du 12 janvier 2026. Avant le 12 janvier, on a fait une campagne de recensement des projets ENR. Donc, elle s'est adressée aux fédérations de producteurs, aux EPCI. On a envoyé un courrier aux EPCI ainsi qu'aux syndicats d'énergie pour que les projets se recensent le mieux possible. Et maintenant, fort de toute cette campagne de recensement, on va lancer le processus de révision. Et donc, les données récoltées vont alimenter le processus de révision. Tant que tu as la parole, je remonte un petit peu là dans les questions. Je crois que c'était au tout début, Émeric posait la question sur est-ce que la surcapacité n'est-elle pas moins onéreuse que la sous-capacité? C'était vraiment au début de ton intervention tout à l'heure. Disons qu'elle fait pas les mêmes victimes, j'ai envie de dire. Après, le raisonnement que l'on mène systématiquement, qu'on s'applique à mener, hein, c'est un coût pour la collectivité. C'est-à-dire qu'il y a un coût de fonctionnement du système électrique et c'est un coût pour la collectivité. Si on est en situation de sous-capacité, à savoir il n'y a pas suffisamment de production, les prix vont monter, vont atteindre des sommets. CF, ce qui s'est passé pour la crise énergétique avec la guerre en Ukraine, avec des prix qui sont énormes. Et donc le consommateur final d'énergie qui est lésé, et les consommateurs qui sont lésés. Et inversement, dans l'autre sens, si on a de la surcapacité, les prix vont avoir tendance à baisser.
ça va être bénéfique au consommateur final et au consommateur d'énergie. Pour autant, les filières de production vont pas s'y retrouver et le coût de fonctionnement sera aussi élevé. Donc, il y a pas spécialement de choix à faire. L'idée, c'est d'avoir vraiment un fonctionnement optimisé du système électrique pour que la notion de collectivité prend tout son sens, que tout le monde s'y retrouve. Une autre question qui est arrivée aussi du côté de l'Aveyron. N'est-il pas possible de réserver un minimum de capacité du réseau pour les collectivités et coopératives citoyennes afin d'assurer un minimum d'intérêt collectif et de partage sur la valeur des projets, au lieu de favoriser des gros producteurs industriels? Est-ce qu'il y a des Je, je peux préférences? répondre là-dessus. Vas-y. Là-dessus, en fait, en termes de gestionnaire de réseau, nous, enfin Enedis, mais je pense que c'est pareil pour RTE, on n'a pas à privilégier un demandeur par rapport à un autre selon sa typologie, sa structure sociale. Nous, on raccorde des projets. En France, et Enedis et RTE sont convaincus des bienfaits des projets ENR s'ils s'intègrent bien au système électrique. Après, que ce soit le projet de Madame Michu ou de Total, ça reste un projet ENR et on ne privilégie pas l'un par rapport à l'autre. Par contre, effectivement, il y a des jeux d'entrée en file d'attente, il y a des mutualisations de coûts via le S3R ENR. Mais nous, en fait, on traite des demandes et avec des dates d'entrée de demande et c'est ça qu'on utilise comme critère, mais pas d'autres critères, notamment pas la raison sociale ou le type d'entreprise. Donc, il n'y a pas de réservation de capacité comme vous le dites. Euh, de la même personne du PETR d'Aveyron, quelle puissance de projets sont pilotables pour être raccordés sur un réseau saturé? Plusieurs toitures de 36 à 100 kW sont-elles cumulables pour atteindre cette puissance qui fait le déficit de production? Je suis pas sûr de comprendre tout à fait la question. Euh, Pareil, ouais. Alors, je pense qu'il y a plusieurs questions. Il y a la notion de puissance. Je comprends qu'il y a une notion de découpage des projets. Ça peut être un levier d'optimisation pour vous. Après, le but, c'est quand même de demander un raccordement au regard de la puissance effective de votre projet au gestionnaire de raccordement, pour un raccordement. Et après, sur la puissance pilotable, nous, on considère que la puissance pilotable sur notre réseau, elle est essentiellement HTA pour l'instant, en HTA, donc plutôt de l'éolien ou des grandes fermes photovoltaïques, puisqu'on est en lien direct avec eux via un automate communicant qui nous permet de stopper l'injection quand on a besoin de la piloter, quand il y a des contraintes sur le réseau. Et donc, c'est plutôt les clients raccordés en HTA munis d'un DEIE dans leur poste. Mais sinon, oui, je ne comprends pas plus la question derrière. Si vous pouvez préciser à l'oral, peut-être. Je vais regarder pour ouvrir le micro. Ce sera la dernière question. Et puis après, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans la conversation. On pourra y répondre aussi a posteriori, mais pour respecter le temps, j'ouvre le micro, Michael. Est-ce que ça fonctionne? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, on t'entend. Ce sera, ouais, vas-y. Oui, oui, je voulais savoir en fait quelle était la puissance minimale pour pouvoir justement piloter une installation de production ENR sur un réseau qui est saturé. On m'a dit que c'était possible de le raccorder uniquement si c'était pilotable.
Donc, je voulais connaître cette puissance minimale et je voulais savoir du coup si des petits projets de 36,5 kg, du PV en toiture, peuvent être cumulés pour atteindre cette puissance minimale. On va dire que si c'est 1 méga par exemple, est-ce qu'on peut cumuler plusieurs projets pour atteindre ce 1 méga et les piloter sur le réseau? Et si c'est le cas, qui va payer le déficit de production quand la production est arrêtée? Merci. Alors, je vais peut-être mettre quelques éléments de contexte. Donc la première des choses, effectivement, c'est que au moins pour le réseau RTE n'est pas dimensionné pour évacuer 100% du temps, 100% de l'énergie renouvelable produite. Ça, c'est une décision qui a été prise dans l'idée de limiter les investissements réseau. C'est-à-dire que si on dimensionne un réseau pour faire 100% du temps, 100% de l'énergie, on surinvestit dans le réseau, le coût final, il n'est pas abordable. Et donc, il a été validé par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, le fait de dire dans certaines conditions, pour des conditions bien particulières qui ne se reproduisent pas trop souvent, alors on s'autorise via des automates et peut-être un jour via des batteries à venir écréter la production pour garantir un coût du système électrique, un coût d'investissement de réseau électrique raisonnable. Donc ça, c'est la première des situations. Si c'est pour des contraintes sur le réseau RTE qui a un écrêtement, euh, normalement, sans autre indication, le coût, il est pris par RTE. Le coût de l'écrêtement, il est pris par RTE. Il y a une deuxième solution qui est, il y a des travaux qui sont inscrits dans le S3RENR et on prévoit de raccorder les clients finalement avant que ces travaux n'arrivent. C'est-à-dire que le réseau, il existe déjà, mais on a prévu une deuxième liaison pour venir alimenter le poste, par exemple. Là, plutôt que d'attendre que la deuxième liaison arrive, on dit, ben, écoutez, il y aura des écrêtements plus souvent, parce qu'il nous manque une liaison. Et on permet le raccordement, parce que finalement, l'idée, c'est quand même de favoriser les ENR. Pour autant, là, l'écrêtement, il est prévu pour le compte du porteur de projet qui a eu la possibilité de se raccorder en avance par rapport aux travaux prévus dans le S3R ENR. Après, normalement, les raccordements, c'est bien ce qui est en regard de la capacité réservée prévue dans le S3RENR. C'est-à-dire que si aujourd'hui on est sur un poste qui pouvait accueillir 36 MW de capacité réservée avec ou pas de travaux, si demain on veut en raccorder, on consomme ces 36 MW et qu'on veut en raccorder plus et qu'on n'a pas la capacité technique, il faut prévoir des travaux, alors on ne les raccordera pas plus au prix d'un écrêtement. On en raccordera plus après une révision du S3RENR qui aura décidé que c'est bien à cet endroit-là qu'on veut faire des travaux pour raccorder plus de NR. Merci pour ces éléments de réponse. Je suis désolé, on va devoir couper pour respecter à peu près le timing. 1 heure, c'est court, mais c'est aussi ça l'intérêt de ces webinaires, d'avoir des formats assez accessibles. Euh, Merci beaucoup à Nicolas, Gilles, Maxime et Kylian Denedis là, d'avoir pris le temps d'exposer ces éléments. Euh, Comme on l'a dit dans la conversation, le webinaire est enregistré et un lien de replay vous sera envoyé avec le support et ses nombreuses annexes et les éventuelles questions là, qui restent peut-être en suspens. On va faire le point après. Merci beaucoup pour votre participation et n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire pour les prochains rendez-vous du réseau générateur en début février. Voilà, merci beaucoup à tout le monde et bon appétit, à bientôt. Merci, au Merci à revoir. vous. Au revoir. Merci, bonne journée.